Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la France, à savoir est-elle prête à un déploiement de data centers durables. Vous savez, lors de la dernière conférence sur l'intelligence artificielle, on nous a parlé de la pose de data centers en France. Outre un mix électrique décarboné, c'est la récupération de la chaleur qui permettrait de réduire l'impact environnemental de ces data centers. Or, les installations géantes nécessaires à l'intelligence artificielle ne sont pas forcément bien adaptées. Il est aujourd'hui encore difficile de trouver des installations pour la chaleur dégagée par les plus gros data centers installés à l'extérieur des villes. Forte de son mix électrique très décarboné et d'un socle d'exploitation record, 89 TWh en 2024, d'un réseau électrique particulièrement stable, mais aussi d'un écosystème de l'intelligence artificielle qui repose sur des acteurs d'envergure mondiale, la France ambitionne d'y attirer de nombreux data centers. En juin dernier, une étude de France Data Center évaluait à 28 000 emplois directs et quelques 5 milliards d'euros les retombées directes et induites de ce secteur, jouissant depuis 2018 d'une croissance 7 fois supérieure à celle de l'économie française. Mais les annonces faites dans le cadre du sommet mondial pour l'intelligence artificielle organisé à Paris cette semaine constituent un véritable changement d'échelle puisque la part significative des 109 milliards d'euros d'investissements annoncés devrait être dédiée à l'implantation de data centers, notamment sur 35 sites prêts à l'emploi. Ce déploiement peut-il se faire dans des conditions de durabilité acceptables? Preuve que cet enjeu progresse dans le débat public, un forum pour l'intelligence artificielle durable, organisé par le ministère de la Transition écologique, lui était dédié pour la première fois dans le cadre du sommet mondial. De nombreux aspects y ont été abordés, empreinte environnementale limitée, consommation d'énergie, d'eau, de foncier, émissions de dioxyde de carbone associées. Transparence accrue, notamment concernant la consommation énergétique réelle, mais aussi usage ciblé utile à la préservation de l'environnement ou encore recherche d'inclusivité afin de ne pas accroître encore la fracture numérique. Alors, efficacité énergétique et électricité décarbonée. L'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle est d'abord celle de ces data centers extrêmement gourmands en énergie déployés pour alimenter les serveurs utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle puis la faire fonctionner. Cette utilisation produit une importante quantité de chaleur et nécessite des systèmes de refroidissement, eux aussi énergivores. Selon différentes sources, leur consommation actuelle pourrait passer de 4,5 TWh actuellement à près de 30 en 2035, voire 70 TWh. Dans un souci d'économie, avant tout financière, des progrès ont été réalisés ces dernières années. Des serveurs capables de supporter des températures plus élevées, nécessitant donc moins de climatisation. Un positionnement des racks permettant de mieux cibler le refroidissement, le recours à des boucles d'eau fermées. Globalement, l'efficacité des data centers s'est nettement améliorée. Le PUE, Power Usage Effectiveness, qui mesure l'énergie utile, est ainsi passé de 2 il y a quelques années à 1,6 en moyenne en France aujourd'hui et les nouveaux projets visant entre 1,1 et 1,2. Outre leur consommation énergétique, c'est l'intensité carbone du mix électrique qui rend les data centers plus ou moins durables. De ce point de vue, avec une électricité décarbonée à plus de 96% grâce au nucléaire et un peu d'énergie renouvelable, la France est particulièrement bien placée. Pour Mathieu Hulot, responsable énergie carbone de l'opérateur français Nation Data Center NDC, les garanties d'origine et les PPA sont des bons moyens de faire tourner les data centers à une énergie électrique vraiment verte. Les garanties d'origine correspondent à l'achat d'un volume d'électricité renouvelable potentiellement produite dans un pays étranger.
Le client est en réalité branché sur le réseau, mais il contribue à financer une production renouvelable. Les PPA ou Power Purchase Agreement sont des contrats à long terme passés de gré en gré à un producteur d'énergie verte qui offre aux consommateurs un prix garanti en général sur 20 ans. Certains observateurs, notamment parmi les écologistes, regrettent néanmoins que toute cette électricité verte, plutôt que d'être utilisée pour décarboner nos transports, nos bâtiments ou notre industrie, soit engloutie dans les serveurs. Récupérer la chaleur pour les besoins locaux, outre le mix électrique, le véritable enjeu pour limiter l'impact environnemental des data centers, insiste Mathieu Hulot, c'est la récupération de la chaleur fatale. Autrement dit, l'utilisation de la chaleur qu'il dégage pour d'autres usages. En effet, à chaque kilowattheure consommé correspond un kilowattheure thermique. L'opérateur suédois Eco Data Center, qui intervenait au Forum pour une intelligence artificielle durable, en fait l'un de ses principaux arguments. Les data centers suédois bénéficient d'une énergie hydroélectrique et nucléaire décarbonée, d'un réseau électrique performant d'eau en abondance et n'empiètent pas sur les terres agricoles, mais en prime, comme le précise John Winnick, responsable marketing d'Eco Data Center. En Suède, les process d'obtention de permis de construire sont très exigeants et impliquent de consulter toutes les parties prenantes au niveau local, notamment en raison de la présence des générateurs ou encore des nuisances pendant la phase de construction. L'opérateur se targue de voir ses data centers d'autant mieux adaptés par les riverains et accepter que les retombées sont étudiées au cas par cas. Nous essayons de répondre à des besoins très locaux de la collectivité. La chaleur fatale peut par exemple servir à sécher des pellets de bois qui sont eux-mêmes utilisés pour alimenter un réseau de chauffage urbain. Un projet de ferme urbaine dont les serres seraient chauffées de cette façon est également à l'étude. En France, plus aucune demande d'autorisation pour un data center ne se fait sans prévoir de récupération de chaleur fatale, affirme Samy Slim, DG de Telehouse France, qui opère notamment un data center dans le 11e arrondissement parisien. Les calories produites par cette petite installation, 5000 m² et 5 MW, permettent de chauffer 90 logements sociaux, un collège, un lycée et bientôt un gymnase. Mais si tout dossier doit présenter une étude de faisabilité de récupération de la chaleur fatale, celle-ci n'est pas toujours possible faute de débouchés à proximité. Difficile d'utiliser la chaleur fatale en dehors des villes. Pour Mathieu Hulot, et si tous les acteurs mettent désormais en avant la récupération de chaleur fatale dans les faits, cela ne représente qu'une infime part de l'énergie récupérée. Plusieurs critères doivent être réunis pour l'implantation d'un data center, rappelle-t-il, un réseau fibre rapide et dense pour transporter les données, la proximité d'une production d'électricité et sa disponibilité, autrement dit un raccordement au réseau de transport. Pour Olivier Micheli, qui est président et CEO du Data 4, l'un des principaux opérateurs français de data center, les délais de raccordement et une réglementation complexe étaient jusqu'à présent les principaux freins au déploiement des data centers en France. Il se réjouit donc de la procédure accélérée promise par RTE pour certains sites et de la prochaine loi de simplification. Dans le cadre de son plan stratégique de déploiement du réseau présenté le 13 février 2025, le gestionnaire de réseau d'électricité, pour qui la perspective de ces raccordements supplémentaires de grande puissance représente un défi particulier, a en effet proposé une dizaine de sites susceptibles d'accueillir de très gros consommateurs jusqu'à 1 gigawatt dans des délais raccourcis de 7 à 3 ans en moyenne. Cependant, comme l'observe Mathieu Hulot, ce type de raccordement est rarement situé à proximité immédiate de zones urbaines et donc de débouchés pour la récupération de la chaleur fatale. On peut néanmoins l'envisager dans des zones denses en industrie telles que les ports, même si un usage industriel nécessiterait d'augmenter la température de l'eau récupérée
en sortie du data center à 30 degrés environ, plus adapté au chauffage de piscine ou au logement. Des projets urbains contestés, mais la simplification des procédures n'empêchera pas la grogne, car les oppositions se font de plus en plus fréquentes autour des projets de data center. C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis, où ils sont déjà particulièrement nombreux, ou encore à Marseille. La présence de câbles sous-marins pour les liaisons Internet intercontinentales en fait une porte d'entrée pour l'Europe et attire de nombreux acteurs du secteur. Des acteurs auxquels des associations d'opposants reprochent d'accaparer le foncier disponible, de consommer une partie de l'énergie nécessaire aux infrastructures et services publics, ou encore de détourner les eaux de qualité potable pour rafraîchir leurs serveurs. À Wissous, dans l'Essonne, un projet porté par l'américain Cyrus One pour le compte d'Amazon de 53 000 m² et près de 100 MW, soit une consommation électrique d'environ 8 fois celle de la commune, suscite l'opposition des riverains depuis plusieurs années. Ces derniers lui reprochent de ne pas prévoir de récupération de chaleur fatale, d'avoir découpé les travaux en 3 phases, passant ainsi du régime d'autorisation à celui d'enregistrement des ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et de disposer d'un générateur nécessitant le stockage souterrain de 400 m3 de fuel, dont une centaine de tonnes sera brûlée chaque année uniquement pour vérifier son bon fonctionnement. Il y a quelques jours, la justice administrative a cependant tranché en faveur de Cyrus One et a autorisé la poursuite des travaux. Utiliser les data centers pour soulager le réseau n'est pas si simple. Si le suédois Eco Data Center affirme être le premier à le faire à cette échelle, pour Sami Slim de Telehouse France, tous les data centers modernes remplacent le diesel par du biocarburant tels que les huiles végétales hydrotraitées, les HVO, pour faire tourner les générateurs qui leur servent de backup, car ils doivent tourner 24 heures sur 24 tout au long de l'année, non seulement en raison de leurs besoins de refroidissement, mais aussi d'engagement de disponibilité extrêmement exigeant. Pour Mathieu Hulot, ce remplacement ne pèse pas lourd dans l'équation environnementale, dans la mesure où ils ne doivent fonctionner qu'en cas d'indisponibilité du réseau électrique, un réseau pour lequel les data centers pourraient représenter un élément de flexibilité et pas seulement des charges supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, à quelques journalistes en marge du Forum pour une intelligence artificielle durable, évoquant leur capacité à s'effacer pour soulager le réseau. Autrement dit, à cesser de soutirer du courant électrique lors des pics de consommation, notamment en période de froid. L'objectif étant d'éviter le blackout sans recourir à des centrales thermiques ni importer une électricité forcément plus carbonée que la nôtre. C'est justement pourquoi la capacité d'effacement des data centers laisse sceptiques de nombreux experts, car cela nécessiterait pendant ce temps de faire tourner des générateurs qui fonctionnent encore majoritairement au diesel et sont tous aussi émetteurs. Sans compter que les opérateurs tiennent à une disponibilité constante de leur backup et à ce jour, la filière a refusé l'effacement, rappelle Mathieu Hulot. Mais des recherches sur le sujet se poursuivent, tout comme si un autre levier de flexibilité consistant à adapter la consommation de la production disponible à un instant T, sur lequel RTE travaille avec un institut américain. En marge du sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle, des événements impliquant le grand public dans des réflexions sur les enjeux environnementaux et sociétaux de l'intelligence artificielle se multiplient. Un forum réunissant les acteurs de l'intelligence artificielle durable est organisé demain au ministère de la Transition écologique. Non, c'est la réponse obtenue à 56% à la question « Y a-t-il une intelligence artificielle pour sauver la planète ?» posée vendredi soir dans un amphithéâtre de la Sorbonne où Uzbek et Rika organisaient un tribunal des générations futures. La veille déjà, à l'initiative de Data for Good,
un événement intitulé 404 Planet No Food, quand l'IA bug le climat, avait fait sale comble à l'Académie du climat. Également présente lors du tribunal des générations futures, sa secrétaire générale, Lou Wingreen, y a rappelé que l'impact direct de l'intelligence artificielle, gigantesque consommation énergique et d'eau dans les data centers où sont consommées et traitées les données, est responsable de situations aberrantes. Lors d'une sécheresse à Taïwan en 2022, les autorités ont préféré poursuivre la fabrication de microprocesseurs et priver une partie de l'agriculture d'accès à l'eau. Mais ces effets indirects sont d'autant plus importants qu'ils sont moins évidents. Certes, l'intelligence artificielle permet des bonds gigantesques dans le domaine scientifique et notamment médical, mais il aide aussi Exxon à extraire encore plus de pétrole, ou Amazon à surveiller les employés de ses entrepôts et à organiser leurs déplacements grâce à des algorithmes totalement opaques. Raison pour laquelle les annonces faites dans le cadre de la semaine de l'intelligence artificielle qui précède le sommet pour l'action de l'intelligence artificielle des 10 et 11 février 2025 lui semblent particulièrement inquiétantes, explique-t-elle. Non seulement la construction de nouveaux data centers en France, mais surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics. Car l'intelligence artificielle reproduit, voire accentue une vision inégalitaire de la société. Ces événements grand public sont donc essentiels pour que la population s'approprie l'intelligence artificielle en toute connaissance de cause. Les cafés intelligence artificielle et les débats transparents sous l'égide du Conseil national du numérique, le CNNUM, également partenaire de l'événement, près de 200 cafés d'intelligence artificielle se sont tenus ces 6 derniers mois avec l'appui des conseillers chargés de réduire la fracture numérique. Jean Catan, son secrétaire général, relève une centralisation accrue du pouvoir de décision du fait de l'introduction de l'intelligence artificielle et qualifie les enjeux d'institutionnels. En cause, un manque de transparence de l'administration. Le terme administrer lui-même va à l'encontre de la nécessaire association des citoyens au déploiement de la technologie, observe-t-il. C'était d'ailleurs le sujet d'une matinée organisée vendredi matin par le CNUM avec le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur la place de la participation citoyenne dans le développement de l'intelligence artificielle. Cependant, Jean Catan se félicite que de tels événements associent les autorités publiques. Outre le Conseil national du numérique et le CESE, l'ADEME, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le CGEDD, Commissariat général à l'environnement et au développement durable, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences technologiques du numérique, ainsi que l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sciences Po s'étaient ainsi associés pour des générations futures. En refusant de mettre le sujet sous le tapis et en organisant ces débats en toute transparence, la France fait figure de pionnière, se réjouit-il. L'intelligence artificielle performante peut reposer sur de petits modèles et de petits acteurs. Les liens entre l'intelligence artificielle et l'environnement sont de 3 natures, explique le chercheur mathématicien Jean Sainte-Marie, qui plaidait au nom de l'INRIA, où il est directeur de programme sur ces sujets. L'intelligence artificielle est utilisée pour la modélisation environnementale, simulation de risques naturels, évolution du changement climatique. Elle peut aider à la transition écologique et à la décarbonisation d'autres secteurs. Et enfin, elle présente elle-même une importante empreinte environnementale. Une empreinte que plusieurs leviers permettraient de réduire de façon significative: l'optimisation des systèmes, aussi bien hardware que software, le développement de plus petits modèles exclusivement dédiés à certaines tâches, des progrès dans le recyclage des différents matériaux nécessaires, des microprocesseurs aux terminaux, mais aussi une plus grande transparence des acteurs quant à l'ampleur de ces impacts environnementaux, un prérequis
indispensable pour élaborer des normes et labels et ipso facto distinguer les acteurs les plus vertueux grâce à des systèmes de type Nutri-Score. Mais ces mécanismes ne peuvent être réellement efficaces que si l'opinion publique est suffisamment acculturée. Conscient de ces enjeux, des forces et des faiblesses de l'intelligence artificielle, de façon à en adopter un usage raisonné. Il faut modifier l'image de ce qu'est une intelligence artificielle performante qui peut reposer sur des modèles et des acteurs plus petits, conclut Jacques Sainte-Marie. Autant de sujets au programme du Forum de l'intelligence artificielle durable qui se tient demain mardi 11 février sous l'égide de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher en marge du sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.